Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et chefs de gouvernement, Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, cher Antonio Guterres, Monsieur le Premier ministre de la Palestine, Dr Mohamed Shtayyeh, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, cher Mohamed Moussa Faki Mohamed, Monsieur le secrétaire général de la Ligue arabe, Monsieur Ahmed Abdoul Gayed, distingués invités, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, honorables invités spéciaux, je voudrais distinguer parmi eux M. Charles Michel, président du Conseil européen, ainsi que M. Antonio Costa, Premier ministre du Portugal. Je voudrais avant toute chose dire au Premier ministre palestinien que nous avons entendu votre plaidoyer vibrant. Je voudrais de cette tribune renouveler notre attachement, l'attachement de l'Afrique, à la solution pacifique avec deux États vivant, chacun à l'intérieur de frontières sûres et internationalement reconnues. La Palestine mérite d'avoir son État comme l'État d'Israël. Excellences, en votre nom et au mien propre, je remercie le gouvernement éthiopien pour son accueil convivial et les dispositions prises en appui à l'organisation de notre sommet. Je salue et remercie tous les collègues, chefs de délégation et invités présents. Nous tenons nos assises alors que nos pays continuent de subir de plein fouet les effets combinés du changement climatique, d'une crise sanitaire inédite et d'une guerre majeure qui plonge le monde entier dans une séquence dangereuse et incertaine dont personne ne peut prédire comment et quand elle finira. S'y ajoute l'avancée du terrorisme sur le continent. Merci, Monsieur le Secrétaire général, pour votre engagement. J'espère que le Conseil de sécurité vous suivra. La persistance des conflits anciens ou nouveaux et la recrudescence des changements anticonstitutionnels. Il faut saluer la tenue d'élections libres et transparentes qui confirment l'ancrage de la démocratie dans nombre de pays africains. Au cours de mon mandat, je me suis efforcé à soutenir le règlement des différends et accompagner les transitions politiques avec votre appui, mais avec surtout l'appui de la Commission et des communautés économiques ainsi que des mécanismes régionaux. Force est de constater que la pacification du continent reste encore un objectif à atteindre. J'appelle instamment à la mise en œuvre des engagements du sommet extraordinaire de Malabo de mai 2022, à savoir rendre opérationnelle la force africaine en attente, créer une unité de lutte contre le terrorisme et financer de façon plus conséquente et plus prévisible nos efforts de lutte contre le terrorisme. Cette lutte, comme je l'ai indiqué dans mon adresse à la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies, cette lutte relève aussi de la responsabilité du Conseil de sécurité, qui est le garant du mécanisme de sécurité collective, parce que l'avancée du terrorisme en Afrique est une menace à la paix et à la sécurité internationale. Il est heureux que le secrétaire général des Nations unies ait pris cet engagement qu'il a toujours pris par ailleurs, pour que le Conseil de sécurité finance de façon absolue la lutte contre le terrorisme en Afrique.
Et comme il l'a fait ailleurs, le Conseil doit mieux s'engager dans la lutte contre le terrorisme en Afrique, avec des mandats plus robustes, vous l'avez dit, sur le secteur général, et un financement plus adéquat. En tout état de cause, le défi de la paix, de la sécurité et de la stabilité du continent nous engage à déposer les armes et à trouver des solutions pacifiques à nos différends afin de mieux nous consacrer aux tâches de développement économique et social. C'est en cela que l'exemple de l'Éthiopie est à saluer. Mais aussi, je salue tous les efforts du président de l'Angola sur la crise entre le Congo et le Rwanda. Avec la reconfiguration géopolitique du monde, une opportunité historique s'offre à nous de fermer l'ère de l'Afrique des problèmes et ouvrir la voie de l'Afrique des solutions. Nous en avons tout le potentiel parce qu'un continent de 30 millions de kilomètres carrés, plus de 1,4 milliard d'habitants, doté en abondance de toutes sortes de ressources, ne peut être condamné à rester à la traîne du monde. L'émergence de l'Afrique est à notre portée, mais pour y arriver, nous devons accorder plus de temps à l'agenda pour le développement économique et social du continent et que nous avions déjà actualisé cette année cet agenda sur les sommets qui ont porté sur l'industrialisation et la diversification économique du continent, sur l'accélération de la mise en œuvre de la ZLECAf, sur la masculinité positive contre les violences faites aux femmes et aux filles, initiée par le président Tshisekedi, que je salue, sur l'agriculture et la sécurité alimentaire, et enfin, sur le financement des infrastructures. Ces thématiques, mesdames et messieurs, rappellent les urgences auxquelles nous devons nous attaquer afin de réaliser l'Afrique que nous voulons pour nous-mêmes, pour nos enfants et pour les générations futures. En raison de la persistance des violences faites aux femmes et aux filles sur le continent et de notre grand retard en matière d'infrastructures, j'appelle l'Union à prendre des décisions urgentes pour la mise en œuvre des conclusions des rencontres de Dakar sur ces deux thématiques, la masculinité positive et les infrastructures. S'agissant de la deuxième conférence de Dakar sur l'agriculture et la sécurité alimentaire, Dakar 2, co-organisée par le Sénégal et le groupe de la Banque africaine de développement, du 25 au 27 janvier dernier, sous le thème « Nourrir l'Afrique, souveraineté alimentaire et résilience ». La participation record de haut niveau de chefs d'État et de gouvernement en a fait un sommet orienté vers l'action pour une Afrique qui se donne enfin les moyens de se nourrir par elle-même et contribuer à nourrir le monde. Ainsi, sur la base de leurs programmes prioritaires, plusieurs pays ont déjà signé avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux des compacts visant à stimuler la production, la transformation, le commerce agricole pour un montant, tenez-vous bien, de 36 milliards de dollars, 36 milliards de dollars, dont 10 milliards mobilisés par la Banque africaine de développement. J'exprime toute notre gratitude à tous nos partenaires, multilatéraux et bilatéraux qui ont été présents, mais surtout pour leur engagement et leur contribution. Je remercie vivement notre frère, le président Akiwumi Adesina, président du groupe de la Banque africaine de développement, pour l'enthousiasme et le leadership avec lesquels il continue de mobiliser la BAD
pour aider à libérer le potentiel agricole du continent et mettre fin à sa dépendance alimentaire vis-à-vis de l'extérieur. Les excellents résultats de Dakar 2 en témoignent. Je suis sûr que nous pouvons compter sur lui pour la mobilisation effective des financements annoncés. Afin d'assurer le suivi adéquat de la conférence, je recommande que le sommet endosse la déclaration de Dakar sur la souveraineté alimentaire et la résilience et instruise la commission de travailler à sa mise en œuvre en collaboration avec notre banque continentale, la BAD. Il serait, mesdames et messieurs, tout aussi indiqué d'intégrer dans le même processus le suivi de la déclaration conjointe sur la sécurité alimentaire issue du sommet États-Unis-Afrique, peut-être que nous irons bientôt vers les États-Unis d'Afrique, de décembre dernier. À cette fin, j'ai mis en place une task force conduite par l'ancien Premier ministre d'Éthiopie, Haïlé Mariam Desalegn, qui a travaillé avec une équipe que je dois féliciter. Avec Strive Massibira, sous la recommandation du président Cyril Ramaphosa, ainsi que Mme Vera Songwe qui était à la CIA et M. Daouda Semben. Cette équipe va travailler et devra continuer à travailler avec le Premier ministre Ibrahim Mayaki, qui a été désigné par le président de la Commission, et tout cela sous l'autorité du président Azali. Je pense que nous pourrons atteindre les objectifs de cette déclaration de Washington pour travailler avec la partie américaine. Il s'agit concrètement à court terme d'assurer aux pays africains l'approvisionnement en produits céréaliers et en fertilisants aux conditions normales du marché. Aux conditions normales du marché, dans le court terme. À cet effet, nous pourrions utiliser la plateforme ATEX en collaboration avec Afrique Exim Bank, dont je salue également le président, très engagé dans cette cause, le professeur Oraman. Ceci pour faciliter les transactions en matière d'achat de céréales et de fertilisants. À moyen et long terme, la déclaration de Washington nous engage à travailler avec la partie américaine et d'autres partenaires, européens notamment, pour améliorer les performances agricoles du continent dans tous les aspects, y compris sur l'aspect infrastructure. Excellences Mesdames et Messieurs, l'Afrique que nous voulons, c'est aussi une Afrique qui réfléchit par et pour elle-même. Une Afrique qui sait ce qu'elle veut et ce qu'elle vaut. Une Afrique pleinement intégrée dans la gouvernance mondiale et qui s'engage avec ses partenaires dans une éthique relationnelle réinventée, fondée sur des partenariats co-construits et respectueux de la diversité des valeurs de culture et de civilisation. C'est le plaidoyer que j'ai porté en votre nom au 6e sommet Europe-Afrique de Bruxelles, au Conseil de l'OCDE à Paris, au sommet du G7 d'Elmao, à la TICAD 8 de Tunis, à l'Assemblée générale des Nations unies, à la COP 27 de Sharm el-Sheikh, au sommet du G20 de Bali et au 2e sommet États-Unis-Afrique à Washington. À toutes ces étapes, j'ai réaffirmé qu'en ces temps de mutation profonde, travailler ensemble requiert une autre façon de penser le monde, une autre façon d'agir entre partenaires respectueux de leurs valeurs communes et de leurs différences. Sur la gouvernance mondiale, il est clair que la réforme du Conseil de sécurité ne connaît pas d'évolution significative. Et nous devons poursuivre ce combat. Par contre,
s'agissant de la gouvernance économique et financière mondiale. Je suis heureux d'annoncer que le processus d'adhésion de l'Afrique comme membre de plein droit du G20 est en bonne voie suite aux démarches que j'ai effectuées dans ce sens aussitôt après ma prise de fonction. À ce jour, 10 des 20 membres du groupe, donc du G20, ont exprimé publiquement leur soutien, notamment dans l'ordre chronologique. L'Union européenne, à travers le Conseil européen, Charles Michel, la France, l'Afrique du Sud, la Chine, la Russie, l'Arabie saoudite, les États-Unis d'Amérique, le Japon, la Turquie et la Grande-Bretagne. En votre nom, je leur renouvelle nos chaleureux remerciements pour ce soutien amical et solidaire. L'Afrique s'en souviendra. J'espère que les autres membres du groupe rejoindront cet élan consensuel pour que l'adhésion de l'Afrique soit actée au prochain sommet du G20 en Inde. D'autres défis non encore résolus demandent une prise en charge continue. Je pense à l'initiative du G20 sur la suspension du service de la dette et la réallocation partielle des droits de tirage spéciaux. L'une et l'autre, censées accompagner nos efforts de résilience et de relance économique, restent encore dans l'impasse. Je pense à la transition énergétique juste et équitable qui nous permet d'exploiter nos ressources disponibles pour satisfaire nos besoins d'industrialisation à des coûts compétitifs et assurer à nos pays l'accès universel à l'électricité, dont plus de 600 millions d'Africains aujourd'hui restent encore privés. Je pense à la perception exagérée du risque d'investissement en Afrique. Dans mon adresse de prise de fonction du 5 février 2022, ici même, je disais que nos économies sont sous-financées et sont mal financées parce que nos pays continuent de payer de façon injuste des taux d'intérêt trop élevés à cause d'un système inéquitable d'évaluation du risque d'investissement. Cela a été confirmé par plusieurs études, dont le rapport 2022 sur le financement du développement durable, rapport publié en avril 2022, qui a relevé en termes explicites la sévérité des agences vis-à-vis des pays du Sud et leur relative indulgence à l'égard des pays industrialisés. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le rapport. Ainsi, en pleine pandémie, en 2020, 18 des 32 économies africaines, des pays africains, qui ont été évaluées par au moins une des grandes agences, 18 sur 32 ont vu leur notation dégradée, soit 56% contre une moyenne mondiale de 31%. À l'inverse, et je cite le rapport toujours, les pays développés qui ont connu une augmentation de leur dette après la crise, la pandémie et la guerre, et qui ont connu un ralentissement économique beaucoup plus important, ont largement échappé aux dégradations, ce qui renforce leur accès à un financement de marché abondant et abordable. Fin de citation. C'est toujours sur le rapport 2022. Le document relève en outre la défiance des agences de notation vis-à-vis de l'initiative de suspension du service de la dette, pourtant décidée de façon consensuelle par le G20, qui est l'instance habilitée en la matière. Plusieurs pays africains ont ainsi vu leur notation mise sous surveillance avant même leur participation à l'initiative sur la suspension des intérêts de la dette, ce qui a naturellement contribué à aggraver
la perception du risque de ces pays et à dégrader leur notation comme si les agences s'érigeaient en instance de régulation au-dessus des institutions intergouvernementales. C'est pourquoi le rapport recommande l'adoption de méthodologies transparentes afin de ne pas miner la confiance dans les notations. Je rappelle, mesdames et messieurs, que cette étude qui fait autorité a été réalisée par une soixantaine d'institutions multilatérales, dont le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, le Comité de Bâle sur la supervision bancaire, l'Association internationale des régulateurs de l'assurance et le Conseil de stabilité financière. Tout cela montre que nos efforts de développement ne pourront prospérer tant que perdurent certaines règles et pratiques de la gouvernance économique et financière mondiale. Et vous avez raison, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies. Certes, nous avons la responsabilité première de créer les conditions de développement de nos pays, mais notre sort dépend aussi d'institutions et règles qui datent de l'après-guerre et qui ne prennent pas suffisamment en compte les besoins et intérêts de nos pays. J'appelle par conséquent les pays membres de l'Union et la Commission à participer activement à l'initiative de Bridgetown sur la réforme de l'architecture financière mondiale, dont l'agenda 2023 prévoit 6 rendez-vous entre les réunions du Fonds et de la Banque en avril et la COP28 à Abu Dhabi en décembre. Excellences, Mesdames et Messieurs, au terme de mon mandat, je voudrais vous exprimer toute ma gratitude pour votre confiance. Je remercie les chefs d'État, mes collègues. Je remercie particulièrement notre frère Moussa Faki Mahamat pour son leadership et son soutien. J'associe l'ensemble des membres de la Commission et toutes les autorités des institutions africaines. Servir notre continent a été pour moi un privilège et une grande fierté, parce que je crois en une Afrique unie, une Afrique debout, une Afrique au travail, une Afrique en paix et confiante en son avenir. Cela me détermine à rester encore plus motivé au front du combat pour l'Afrique, partout, pour tout et tout le temps. Parce que c'est la responsabilité que nous confère l'héritage du panafricanisme pour réaliser le rêve des pères fondateurs et les aspirations de nos peuples. Je vous remercie de votre aimable attention et je souhaite plein succès à nos travaux et surtout plein succès à mon successeur, mon frère et ami, le président Azali Osmani des Comores, qui est aussi mon marabout. Vive l'Afrique, vive l'Union africaine, je vous remercie.